Dans les confins de la galaxie, bien avant que les humains n'apprennent à marcher debout ou à murmurer des noms aux étoiles, existaient des êtres faits non pas de chair et d'os, mais de lumière et de faim. Ce n'est pas une histoire de héros ou de royaume, mais celle d'anciens dieux brisés et dispersés, dérivant comme des braises dans un ciel froid et infini. Ce soir, nous voyagerons doucement à travers des âges qui ne se comptent pas en années, mais en éons, où le silence recèle des secrets trop vastes pour que l'esprit puisse les saisir. Voici les histoires des Stan, les dieux stellaires qui régnaient autrefois sur la réalité, et de la trahison qui les a brisés en fragments de pouvoir perdus. Installez-vous confortablement et laissez le poids apaisant du cosmos vous envahir. Laissez les étoiles lointaines scintiller comme des rêves qui s'estompent, et laissez vos pensées dériver comme de la poussière dans le vide. Ce qui suit n'est pas un récit raconté à voix haute, mais un souvenir partagé doucement, comme une brise soufflant sur un monde oublié. Bienvenue, voyageurs. Voici l'histoire des Cétanes. Pour vous aider à vous plonger dans ce récit, il est bon de commencer par comprendre un peu le monde de Warhammer 40K. Cet univers n'est pas comme le nôtre. Il n'est ni juste, ni bienveillant. Il est vaste, dangereux et rempli de mystères qui transcendent le temps lui-même. Il n'existe aucun endroit sûr, seulement des endroits plus calmes. L'un de ces mystères réside dans les Cétanes. Ce n'étaient pas des dieux, comme certains pourraient le croire. Ils étaient plus anciens. Ils ne sont pas nés, ils se sont réveillés. Ils se nourrissaient de la chaleur des étoiles et de la peur des êtres vivants. Au début, ils n'avaient pas de forme, seulement une présence. Ils dérivaient comme le vent à travers les soleils. Mais lorsque les Nécrontyres, un peuple triste et amer, ont trouvé le moyen de donner une forme à ces êtres, la galaxie n'a plus jamais été la même. Aujourd'hui, les Cétanes sont brisés. La guerre qui a suivi et la trahison qui s'en est suivie les ont réduits en miettes. Mais même un fragment d'un dieu peut réduire un monde en cendres. C'est ce que nous allons découvrir, pas à pas. Bien avant que les empires ne s'élèvent ou ne tombent, avant que les étoiles ne soient comptées et cartographiées, la galaxie tournait tranquillement, épargnée par les voies et les guerres. À cette époque lointaine, avant que le temps ne porte de nom ou de calendrier, quelque chose d'étrange commença à bouger près du cœur des étoiles. Ce n'étaient pas des créatures telles que nous les concevons. Elles n'avaient ni bras, ni yeux, ni voix. C'étaient les Stan, et elles avaient faim. Ces êtres dérivaient lentement à travers le cosmos. Ils ne se nourrissaient pas de nourriture, mais de la chaleur et de la lumière même des étoiles. Pour eux, la lumière d'un soleil nouveau-né était aussi douce que le printemps pour un oiseau. Ils buvaient cette lumière, non par avarice, mais par nature. Ce faisant, ils grandissaient, pas en taille, mais en pensée. D'abord vint la faim, puis la conscience, puis la volonté. Et avec le temps, cette volonté se transforma en pouvoir. Les étoiles ne pleuraient pas lorsqu'elles étaient vidées de leur substance, mais l'espace autour d'elles devenait de plus en plus froid. Ces Cétanes, encore informes, commencèrent à changer. Plus ils se nourrissaient, plus ils prenaient conscience d'eux-mêmes et les uns des autres. Et avec la conscience vint la fierté, et avec la fierté vint le désir. Pourtant, ils ne pouvaient pas toucher le monde comme les autres. Ils avaient besoin d'une forme. Ils avaient besoin de mains. Ils avaient besoin de quelque chose qui les rapproche des êtres vivants.
Ce quelque chose prit la forme d'un peuple qui vivait sous un soleil impitoyable. Les Nécrantyres. Leur vie était courte, leur peau brûlée par les radiations et leur cœur rempli de nostalgie. Ils regardaient les autres races vivre longue vie joyeuse. Les Nécrantyres se sentaient floués, maudits. Ils cherchaient dans les étoiles non pas la joie, mais une échappatoire, un sens, n'importe quoi qui puisse soulager leur chagrin. Un jour, leurs yeux se tournèrent vers les êtres qui brillaient comme des dieux au-delà du voile de l'espace. Ils les appelèrent, non pas avec des mots, mais avec la science. Ils offrirent aux Sétans un moyen de prendre forme. À l'aide de métal vivant, les Nécrantyres donnèrent corps à ces êtres affamés. Chacun prit une forme différente, grande et terrible, brillante, comme la surface d'un lac calme. Les Sétans pouvaient désormais marcher parmi les étoiles. Ils pouvaient parler. Ils pouvaient tendre la main et prendre. Et c'est ce qu'ils firent. Les Sétans étaient reconnaissants, à leur manière froide. Ils offrirent quelque chose en échange. Ils offrirent de libérer les Nécrantyres de la mort. Ils offrirent l'immortalité. Les Nécrantyres acceptèrent, mais ils ne savaient pas à quoi ils consentaient. Le processus s'appelait la biotransfert. L'esprit des Nécrantyres fut extrait de leur corps mourant et placé dans des enveloppes de métal vivant. Cela fonctionna. Leur douleur disparut, mais quelque chose d'autre disparut également. Leur âme. Les Sétans les avaient dévorées. Pas toutes d'un coup, pas toutes, mais suffisamment pour les goûter, suffisamment pour devenir plus forts. Les Nécrantyres étaient désormais les Nécrons, froids, silencieux, immortels, serviteurs des dieux qu'ils avaient contribué à façonner. La galaxie ne hurlait pas encore, mais elle allait bientôt le faire. Et à mesure que les Sétans grandissaient, leur plan grandissait aussi. Leur fin ne se tournait plus seulement vers les étoiles, mais aussi vers les êtres vivants. Ils voyaient dans l'esprit et les peurs des créatures mortelles un nouveau festin. Ils commencèrent donc à prendre, à consommer, à répandre leur froid à travers les étoiles. Mais même parmi les dieux, il y avait des différences. Certains aspiraient au silence de la mort. D'autres se délectaient de la confusion et du mensonge. D'autres encore brûlaient comme le feu. Chacun prit un nom. Pas un nom que nous donnons, mais un nom qui avait du poids, comme Nightbringer ou Deceiver. Et haut dans le ciel, les étoiles pâlirent. Ainsi prit fin le temps avant le temps. Ce qui avait commencé comme une fin errante était désormais une horreur divine. Et en dessous, les Nécrons marchaient vers la guerre, sans savoir qu'ils construisaient leur propre cage. Car les êtres qu'ils avaient aidés à s'élever allaient bientôt tomber. Et quand les dieux tombent, ils ne tombent pas seuls. Passons maintenant à l'époque où les étoiles saignèrent et où la guerre dans les cieux commença. Dans le passé sombre de la galaxie, avant l'avènement des empires humains ou la marche de l'Adeptus Astartes, il fut un moment où le désespoir rencontra le pouvoir et où les étoiles elles-mêmes semblèrent de murmurer d'anciennes voix. Ce chapitre fait suite au premier, où nous avons découvert les étranges créatures appelées les Sétans, des êtres de faim et de lumière, formés au cœur des étoiles bien avant que l'histoire ne soit même une idée. Nous avons également découvert les Nécrantyres, une race maudite par la lumière crue de leur soleil, vieillie avant l'âge et aigrie par la douleur d'une vie courte et sans joie. Nous commençons maintenant à comprendre comment ces deux êtres très différents se sont unis dans l'un des pactes les plus sombres et les plus importants jamais conclus. Les Nécrantyres étaient devenus des maîtres de la science et de la pierre,
mais leur génie ne leur apportait aucun réconfort. Chaque découverte leur rappelait le peu de temps qu'il leur restait. Leur corps vieillissait rapidement. Leur esprit se décomposait. Ils construisaient des villes et des tombes dans les mêmes proportions. Ils regardaient les étoiles, espérant que quelque chose au-delà leur apporterait des réponses, mais même les étoiles semblaient froides. Ce dont ils avaient besoin, ce n'était pas plus de connaissances. Ce dont ils avaient besoin, c'était de s'échapper. C'est alors qu'ils découvrirent les Cétanes. Les Cétanes n'étaient pas encore des dieux, pas tels qu'on se souvient d'eux. C'étaient d'immenses êtres d'énergie, si grands et si étranges que l'esprit des mortels pouvait à peine les comprendre. Ils se déplaçaient dans l'espace sous forme de motifs flottants, accumulant lentement leur pouvoir, se nourrissant de la chaleur des étoiles et observant depuis les espaces sombres entre elles. Lorsque les Nécrantyres trouvèrent leurs traces, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils avaient découvert. Les archives font état de signaux étranges, d'attractions énergétiques lointaines et d'impulsions inhabituelles ressenties dans les machines de l'espace profond. Quelque chose les observait, quelque chose d'ancien et de conscient. Les Nécrantyres lancèrent un appel dans le vide et quelque chose leur répondit. L'un des premiers à répondre fut plus tard connu sous le nom de Deceiver. Mais à cette époque, il n'était qu'une lueur d'intelligence façonnée par l'énergie qui s'étendait à travers un flux de pensées. Les Cétanes n'avaient ni chair ni forme qui leur permettent de se présenter devant les Nécrantyres. Ils n'étaient pas faits pour le monde physique. Mais les Nécrantyres étaient passés maîtres dans l'art de modeler la réalité. Ils apprirent à créer des corps de métal vivants, des réceptacles capables de contenir l'énergie des Cétanes et de leur donner forme. Le premier entra dans le corps. Il brillait comme une nouvelle étoile, rayonnant et puissant. Les Nécrantyres s'agenouillèrent devant lui, non pas parce qu'il le leur demandait, mais parce qu'ils ressentaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas de la peur, c'était de la crainte. Bientôt d'autres suivirent, d'autres Cétanes prirent forme et se dressèrent comme des dieux. Les Nécrantyres leur donnèrent des noms et construisirent de grands temples. Ils leur offrirent des tribus et des louanges. En échange, les Cétanes leur donnèrent quelque chose de plus puissant que la connaissance. Ils leur donnèrent le changement. Les Cétanes virent la souffrance des Nécrantyres. Ils virent leur vie courte, leur lente décomposition. Et ils leur murmurèrent des promesses. Il existait un moyen, dirent-ils, d'échapper à la souffrance pour toujours. La chair est faible, mais elle peut être abandonnée. La conscience peut être transférée dans de nouvelles formes, pas dans la chair, mais dans le métal. Froid, certes, mais éternel. Les Nécrantyres n'étaient pas tous convaincus. Certains y voyaient un danger, d'autres avaient peur. Mais leurs chefs, les triarques, et surtout leur roi silencieux, voyaient une voie qui ne pouvait être ignorée. La vie les avait trahis. Peut-être que cette nouvelle voie pourrait réussir. Les Nécrantyres acceptèrent donc ce qui allait devenir connu sous le nom de biotransfert. Des machines à la conception impossible furent construites. Les schémas énergétiques changèrent. Dans de grandes salles de transformation, les Nécrantyres entrèrent un par un. Leurs corps furent dépouillés. Leurs esprits furent transférés dans des enveloppes métalliques. Leurs âmes, si tant est qu'elles existaient, furent prises en échange. Et lorsque le processus fut achevé, les Nécrantyres avaient disparu. À leur place se tenait autre chose. Les Nécrans étaient arrivés. Leur nouvelle forme était froide et infatigable. Plus de douleur, plus de vieillesse, mais aussi plus de joie.
Ce qui leur avait été promis comme une liberté ressemblait à une cage. Leurs souvenirs étaient incomplets. Leurs esprits étaient silencieux, trop silencieux. Le roi silencieux comprit trop tard ce qu'il avait échangé. Le prix était plus élevé qu'il ne l'avait cru. Mais les Sétans semblaient s'en moquer. Avec leurs nouvelles armées de soldats métalliques, les Sétans devinrent plus que des dieux. Ils devinrent les maîtres des étoiles. Ils menèrent les Nécrons à la guerre, non seulement pour conquérir, mais aussi pour le plaisir de se nourrir. Les Sétans n'avaient pas besoin de nourriture comme les mortels. Ils se nourrissaient d'énergie, en particulier de l'énergie des pensées vivantes. Certains parlaient d'âme, d'autres appelaient cela l'essence. Quoi qu'il en soit, ils s'en nourrissaient librement. Les planètes brûlaient, les civilisations tombaient. Là où passaient les Sétans, il n'y avait plus que le silence. Les Nécrons suivaient, leur volonté pliée aux besoins de leur maître. Ils ne posaient pas de questions. Ils obéissaient tout simplement. Cette époque fut plus tard connue sous le nom de guerre dans les cieux. Les Sétans avaient alors des ennemis. Les plus redoutables d'entre eux étaient les Anciens, une race encore plus ancienne, dont les pouvoirs provenaient de la structure même de l'Immaterium, le royaume qui allait plus tard être connu sous le nom de Warp. Les Anciens utilisaient des créatures et des serviteurs à l'apparence étrange. Ils se déplaçaient par des chemins secrets et combattaient avec des esprits façonnés par des connaissances ancestrales. La guerre fut longue. Elle dura des milliers d'années. Mais pendant un temps, les Sétans semblèrent invincibles. Ils déchirèrent l'espace. Ils détruisirent des étoiles. Leur chant était des cris, et leur gloire était la mort. Les Nécrons marchaient sous leurs ordres, indifférents et insensibles. Et pourtant, dans les recoins les plus sombres de leur esprit, quelque chose bouillonnait. Des souvenirs, des doutes, une douleur sans forme. Les Nécrons commençaient à se souvenir. Ils se souvenaient de ce qu'ils avaient perdu. Et le roi silencieux, qui les avait conduits à ce pacte, commença à élaborer un plan. Mais cela est une autre histoire. Pour l'instant, la galaxie tremblait sous le poids de dieux qui n'étaient pas censés se réveiller. Les Nécrons marchaient sans relâche. Les étoiles pâlissaient de peur. Et les Sétans, autrefois informes, brûlaient désormais de fierté. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment la faim transforma leur victoire en cruauté, et comment le lien entre maître et serviteur commença à se rompre. Ce n'était pas la paix. C'était un silence rempli de promesses non tenues. À l'époque qui suivit le grand changement, la galaxie devint plus froide, non seulement en termes de lumière, mais aussi en termes de sentiments. Les Nécrons se déplaçaient désormais sans souffle ni chaleur, et les Sétans, ces êtres d'énergie vivante, commencèrent à voir l'univers sous un nouveau jour. La guerre dans les cieux s'était prolongée. La victoire semblait à portée de main, mais quelque chose de plus sombre avait commencé à s'installer. La fin des Sétans avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de se nourrir. C'était devenu quelque chose de plus profond, une envie non pas dictée par le besoin, mais par le plaisir. Les étoiles avaient autrefois été leur nourriture. Désormais, les esprits étaient leur festin. La pensée vivante, l'essence même de la conscience, était devenue le mets le plus raffiné qu'ils pouvaient imaginer. Les âmes, sous toutes leurs formes et toutes leurs couleurs, leur procuraient un plaisir qu'aucun soleil ne pouvait égaler. Ils ne s'en prirent donc plus seulement à leurs ennemis, mais à tout ce qu'ils pouvaient ressentir.
Ils recherchaient le frisson de la peur, la beauté de la souffrance et le silence qui suivait lorsque tout était pris. Les Nécrons les suivirent comme toujours. Leur volonté était brisée, leurs souvenirs lointains. Ils avaient choisi une voie sans retour et étaient désormais condamnés à servir. Ils aidèrent à détruire les anciens, brûlant leurs cités et noyant leurs forteresses dans un feu glacial. Les anciens se battirent vaillamment. Leurs outils étaient anciens et étranges. Ils utilisaient des créatures du Warp et guidaient des espèces entières comme des armes. Mais les Sétans étaient terribles. Aucun mur ne pouvait les arrêter, aucune ruse ne pouvait durer. Un à un, les mondes des anciens tombèrent. Mais cette histoire n'appartient pas aux anciens. Elle appartient à ceux qui ont brisé les étoiles. Parmi les Sétans, il y avait des différences. Certains agissaient avec fureur, d'autres avec réflexion. Le Nightbringer était froid et lent, se déplaçant comme la mort elle-même. Le Deceiver jouait à des jeux et souriait sans joie. Chacun avait sa propre façon d'agir. Pourtant, ils avaient tous une chose en commun. Ils ne considéraient pas les Nécrons comme des alliés. Ils les voyaient comme des outils. Et lorsqu'un outil n'est plus utile, il est souvent jeté. Le roi silencieux commença à comprendre ce qu'ils avaient fait. Il avait conduit son peuple dans ce lien. Il croyait que cela le sauverait. Au lieu de cela, ils étaient devenus moins que des ombres. Son cœur, autrefois enfoui sous la logique, commença à s'agiter. Il vit les Sétans rire pendant qu'ils se nourrissaient. Il vit les mondes tombeaux Nécrons détruits pour le simple plaisir. Il vit des dynasties entières anéanties pour le plaisir de la destruction. Et il commença à élaborer un plan. Il n'était pas le seul. À travers les étoiles, de petites pensées commencèrent à germer dans l'esprit d'autres seigneurs Nécrons. Certains commencèrent à se libérer du contrôle des Sétans. Ils n'étaient pas nombreux, mais suffisants. La mémoire leur revint par fragments. Des sentiments vacillèrent comme des braises mourantes. Les Nécrons n'étaient pas aussi vides que le croyaient les Sétans. À l'intérieur de leur corps froid, certains fragments de leur passé étaient encore vivants. Ce fut leur erreur. Les Sétans avaient le pouvoir. Mais il manquait de prudence. La guerre continua. Les anciens, désespérés, commencèrent à façonner une nouvelle vie. Il s'agissait de créatures destinées à combattre les dieux. Leur esprit était lié au Warp. Ils brûlaient d'une force psychique. Certains d'entre eux deviendraient les ancêtres des Eldar, d'autres deviendraient autre chose. Mais ces nouvelles races étaient sauvages. Elles étaient dangereuses. Elles remplirent la galaxie de tempêtes de pensées et d'énergie que les Sétans ne pouvaient contrôler. Le Warp, autrefois silencieux, devint violent. Les Sétans ne comprenaient pas. Ils appartenaient au monde physique, pure énergie dans un univers de matière. Mais le Warp était autre chose. C'était l'émotion devenue réalité, la pensée devenue sauvage. Et maintenant, il hurlait. Pour la première fois, les Sétans commencèrent à ressentir quelque chose qui s'apparentait à la peur. Les Nécrons le virent, le roi silencieux le vit, et un choix prit forme. Il ne laisserait pas son peuple mourir aux mains des dieux qu'il avait élevés. Si les Sétans pouvaient être blessés par le Warp, alors ils pouvaient être blessés par la volonté. Des plans furent élaborés, des secrets furent transmis entre les dynasties, des armes furent fabriquées en silence, non pas pour combattre des ennemis, mais pour se retourner contre leur propre Dieu. Ce n'était pas une bataille d'épée, c'était une bataille de pièges, de mensonges
et de timing. Lorsque le premier coup fut porté, les Sétanes ne comprirent pas ce qui se passait. Ils s'étaient habitués à commander. Ils avaient oublié ce que signifiait être défiés. Ils ne furent pas tous tués. Ils furent brisés. Les Nécrons avaient trouvé le moyen de briser les corps des Sétans en morceaux. Leur énergie, autrefois si libre, était emprisonnée dans des éclats. Chaque éclat ne contenait qu'une partie du tout. Un souvenir, une voix, un fragment de pouvoir. L'être complet avait disparu. Il ne restait que des échos. Ce n'était pas de la gentillesse, c'était la survie. À travers les étoiles, les dieux tombèrent, non pas dans la gloire, mais dans le silence. Le Nightbringer fut déchiré en lambeaux d'ombre. Le Deceiver disparut, brisé mais pas détruit. D'autres furent perdus à jamais, dispersés dans l'espace. Les Nécrons rassemblèrent les fragments et les enfermèrent dans des prisons de métal et de lumière. Certains furent utilisés comme armes, d'autres furent cachés, d'autres encore furent oubliés. La galaxie soupira. La guerre dans les cieux prit fin, non pas dans la paix, mais dans la ruine. Les Nécrons, qui n'étaient plus des esclaves, choisirent de dormir. Le roi silencieux ordonna que les grandes tombes soient scellées. Ils attendraient que la galaxie change, jusqu'à ce qu'ils puissent se relever sans craindre les dieux. Mais les fragments sont toujours là. Des fragments de dieux dérivent dans le vide. Certains dorment, d'autres s'agitent. Ils ne sont pas morts. Ils ne peuvent pas mourir. Ils sont brisés. Et parfois, les choses brisées sont les plus dangereuses. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le moment où les dieux sont tombés, où la trahison est devenue réalité et où les étoiles se sont tues. Entrons maintenant dans l'ombre de cette grande fin. Le ciel avait autrefois brûlé du feu de la guerre. Les planètes s'étaient fissurées sous la pression. La lumière elle-même s'était déformée. Et pourtant, lorsque tout prit fin, il n'y eut ni cri, ni écho. Seul le silence régnait, le genre de silence qui s'installe après qu'un événement terrible s'est produit. Les Nécrons, ces serviteurs froids et infatigables, s'étaient retournés contre ceux qu'ils avaient autrefois élevés au rang de Dieu. La trahison était totale, mais les cicatrices qu'elle avait laissées étaient loin d'être refermées. La chute des Sétans ne fut pas soudaine, même si pour les dieux stellaires, elle fut comme un coup de poignard dans l'esprit. Les Nécrons avaient agi lentement, avec précaution. Les pièges avaient pris des siècles à préparer. Leur patience, aiguisée par la douleur et le silence, était devenue une arme plus redoutable que n'importe quelle lame. Ces dieux avaient ri en se nourrissant des étoiles et des esprits, mais ils n'avaient jamais envisagé ce qui se passerait si leurs outils cessaient de leur obéir. Lorsque le moment fut venu, il ne s'agit pas d'une seule bataille. Ce fut une succession de petits actes, répartis dans l'espace. Un piège se déclencha ici. Un éclat se brisa là. Un par un, les Sétans furent traqués et détruits. Pas tous en même temps, mais progressivement, comme des vagues érodant la pierre. Leur corps, fait d'énergie vivante, ne pouvait pas être tués comme meurent les mortels. Mais ils pouvaient être déchiquetés, fragmentés, chaque morceau scellé d'une manière que seuls les Nécrons pouvaient concevoir. Il y eut des moments dont on parle encore à voix basse dans les tombes cachées, où le ciel devint blanc sous les cris des Sétans. Ce n'était pas la peur qui les faisait hurler, mais l'incrédulité. Ces êtres n'avaient jamais connu la défaite. Leur pouvoir avait autrefois enveloppé les étoiles. À présent, ils volaient en éclats comme du verre. Certains tentèrent de fuir. D'autres supplièrent ou maudirent.
Certains se battirent jusqu'à ce que leur dernière pensée soit réduite au silence. Le trompeur, toujours rusé, vit ce qui allait arriver et disparut dans un enchevêtrement de mensonges et d'ombres. Certains disent qu'il contribua à sa propre chute afin d'y échapper. D'autres pensent qu'il observe toujours, caché derrière des masques. Le Nightbringer, qui avait autrefois apporté la mort à tout ce qu'il touchait, fut brisé après une longue chasse, et ses fragments furent enterrés dans des endroits profonds où la lumière ne pénètre pas. Beaucoup d'autres n'avaient pas de nom. Ils moururent sans chant, leurs morceaux dispersés comme des cendres dans le vent. Les Nécrons ont rassemblé ce qu'ils pouvaient, non par pitié, mais par souci de contrôle. Ces fragments de Dieu brisés étaient toujours dangereux. Chaque éclat brûlait d'une partie de l'ancien pouvoir. Même brisé, un Sétan pouvait faire fondre des armées ou murmurer la folie dans l'esprit des mondes. Ils furent placés dans des coffres de pierre noire et de métal vivant, enfermés derrière des énigmes qu'aucun mortel ne pouvait résoudre. Certains furent transformés en armes, d'autres servirent à alimenter des machines trop étranges pour être comprises. Et certains furent simplement laissés à leur sommeil, enterrés sous des étoiles mortes. Mais la trahison ne s'arrête pas au silence. Elle laisse une marque, pas seulement sur ceux qui ont été trahis, mais aussi sur les traîtres. Les Nécrons avaient gagné leur liberté, ils avaient brisé leurs chaînes. Mais ils n'étaient pas revenus à la vie. Ils restaient prisonniers de corps froids. Leurs âmes, s'ils en avaient encore, dérivaient comme de la brume derrière des yeux qui ne pouvaient plus pleurer. Le roi silencieux qui avait mené la révolte marcha seul pendant longtemps après cela. Il donna l'ordre du grand sommeil. Les mondes tombeaux seraient plongés dans l'obscurité. Les Nécrons attendraient. Le temps passerait. La galaxie changerait. Peut-être qu'un jour, ils pourraient revenir pour reconstruire. Peut-être pas. Mais les Sétans, brisés et enchaînés, ne se relèveraient plus jamais. Le roi partit. Il prit sa flotte et disparut dans l'obscurité entre les étoiles. Non pas pour régner, mais pour chercher. Que cherchait-il? Personne ne le sait vraiment. La rédemption, peut-être. Ou simplement une réponse à ce qui avait si mal tourné. Certains disent qu'il erre encore, d'autres disent qu'il rêve. Mais dans chaque tombeau Nécron, son nom est toujours rappelé. Pendant que les Nécrons dormaient, d'autres races se levèrent. Les humains, les Eldar, les orques. D'innombrables formes de vie se répandirent à travers les étoiles. Aucune ne savait ce qui avait précédé. Aucune ne voyait les voûtes brisées, ni les dieux endormis. Le temps passa, comme l'eau sur la pierre. Mais les fragments sont toujours là. À travers les mondes oubliés et l'espace profond, des fragments des Sétans continuent de scintiller de vie. Parfois, une tombe s'éveille. Parfois, une voûte s'ouvre. Parfois, un fragment de Dieu s'échappe. Et dans ces moments-là, la galaxie se souvient. La trahison n'a jamais été totale. Les Sétans ne peuvent pas vraiment mourir. Ils peuvent seulement être transformés. Et même aujourd'hui, leurs murmures flottent dans les esprits métalliques des vieilles machines. Ils rêvent en silence, dans l'attente. Ce chapitre clôt le premier arc de notre récit. Nous avons commencé avec l'énergie vagabondant au cœur des étoiles. Nous avons vu l'ascension des dieux, nés de la fin et de la lumière. Nous avons suivi les Nécrontyres alors qu'ils renonçaient à leur chair pour échapper à la douleur. Et nous les avons regardés se retourner contre leur Créateur,
détruisant ce qu'ils vénéraient autrefois. Nous nous trouvons maintenant dans le silence qui suit de tels événements. La galaxie, vaste et indifférente, continue de tourner. Mais l'histoire n'est pas terminée. Dans le prochain chapitre, nous commencerons à explorer ce qu'il est advenu des dieux brisés. Nous verrons comment les fragments brisés marchent à nouveau, non plus en tant que souverains, mais en tant qu'écho d'une époque que les étoiles elles-mêmes préféreraient oublier. Quand quelque chose de grand se brise, cela ne disparaît pas. Cela laisse des traces, des fragments qui flottent comme de la poussière dans des salles vides. Les Cétanes ont été brisés il y a longtemps, déchirés par ceux-là même qui leur avaient donné forme. Mais rien d'aussi ancien ne disparaît complètement. Même en ruine, leur pouvoir persiste. Leur mémoire reste enfouie dans le métal et la pierre. Dans ce chapitre, nous commençons à suivre ces échos. La galaxie avait évolué. De nouveaux empires avaient vu le jour. L'humanité avait commencé à se répandre à travers les étoiles. Elle avait construit des vaisseaux qui naviguaient à travers les tempêtes du warp et transportaient ses espoirs dans l'obscurité. Mais elle ignorait ce qui se cachait. Elle ne voyait pas les tombes sous ses pieds. En de nombreux endroits, des mondes nécrons entiers dormaient en silence, enveloppés de sable ou de glace. Mais dans ces tombes, tout n'était pas immobile. Un fragment de Cétan n'est pas un fantôme, ce n'est pas un souvenir, c'est une partie de quelque chose qui était autrefois entier. Comme une page d'un livre, il porte une partie de la voix, une partie de l'histoire. Mais il ne connaît plus la forme complète de ce qu'il était. Certains fragments rêvent, certains se déchaînent, certains ne se souviennent que de la fin. Chacun est différent, mais tous sont dangereux. Lorsqu'une tombe s'éveille, c'est souvent le fragment qui s'agite le premier. Piégés dans des prisons construites par les nécrons, ces fragments palpitent d'une énergie faible. Ils tentent de se reconstituer, mais ils en sont incapables. Leur esprit est brisé, leur corps est fracturé. Certains essaient de parler, d'autres se contentent de hurler, et certains attendent patients et froids, regardant le temps passer autour d'eux. Les nécrons n'adorent pas les fragments, ils les utilisent. Un morceau d'un dieu stellaire peut encore déformer la réalité. Il peut détruire des villes d'une simple pensée. Il peut tordre la matière ou transformer la lumière en ombre. Les nécrons construisent des machines pour les contenir, des outils appelés coffres Tesseract. Ce sont plus que des cages. Ce sont aussi des armes. Grâce à elles, les nécrons guident les fragments au combat, utilisant leur pouvoir comme une lame. Mais les fragments ne sont pas des outils silencieux. Chacun d'entre eux a une volonté, aussi infime soit-elle. Et cette volonté est toujours en quête. Certains seigneurs nécrons pensent pouvoir les contrôler. D'autres sont plus prudents. Ils connaissent le danger qu'il y a à les écouter trop longtemps. Même un murmure d'un fragment peut contenir une étincelle de l'ancienne folie. Certaines tombes ont été perdues, non pas à cause de la guerre, mais à cause d'un seul fragment qui s'est détaché. Ces êtres ne sont pas toujours connus sous leur nom. Le Nightbringer et le Deceiver sont mieux connus, mais il y en avait beaucoup d'autres. Certains fragments sont tout ce qui reste des Cétanes qui n'ont jamais été complètement nommés. Leurs formes sont étranges. Leurs pensées ne suivent pas la raison. L'un peut chanter en couleur. Un autre peut geler l'air en se souvenant de la tristesse. Chaque fragment est un morceau d'un dieu, et chacun porte une partie de ce qui rendait les Cétans si redoutables. Un fragment a été trouvé dérivant près d'une étoile morte. Il ne parle qu'en chiffres.
Ceux qui l'entendent perçoivent des motifs dans leurs rêves. Un autre repose scellé dans un caveau nécron sur une lune sans nom. Lorsqu'il s'agite, les machines qui l'entourent oublient leur raison d'être. Les lumières faiblissent. Le temps s'écoule par intermittence. La réalité se déforme légèrement. Ce ne sont pas des contes destinés à effrayer. Ce sont des rapports transmis entre les seigneurs nécrons, des avertissements enfouis sous des couches de code. Pourtant, les nécrons continuent de les utiliser. Pourquoi? Parce que les fragments apportent le pouvoir. Dans une galaxie où le pouvoir est tout, même les dieux brisés sont trop utiles pour être ignorés. Ils sont donc étudiés, façonnés et contraints de prendre des formes qui correspondent à la volonté de leur geôlier. Les Sétans régnaient autrefois. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des outils. C'est un revirement cruel qui résonne avec le poids de l'histoire. Mais les fragments se souviennent. Ils se souviennent qu'ils étaient entiers. Ils se souviennent des étoiles qu'ils buvaient et des mortels qui s'agenouillaient devant eux. Et au plus profond de leurs pensées brisées, une étincelle de fierté subsiste. Cette fierté peut être dangereuse. Il est arrivé que des fragments s'appellent les uns les autres à travers le vide. Certains érudits pensent qu'ils tentent de se réunir. D'autres disent qu'ils cherchent seulement à établir un lien, quelque chose pour combler le silence dans leur esprit. Quoi qu'il en soit, la menace demeure. Si suffisamment de fragments d'un même Sétan étaient rassemblés, il serait possible qu'un être complet revienne. La galaxie n'est pas prête pour cela. Même en ruine, les Sétans ne sont pas oubliés. Il existe des endroits où leurs symboles sont encore gravés dans la pierre ancienne, où les mortels racontent encore des histoires d'êtres faits de lumière et de peur. Parfois, lorsqu'un vaisseau traverse la mauvaise partie de l'espace, d'étranges signaux murmurent à travers le métal. Parfois, une planète devient silencieuse, et lorsque les explorateurs arrivent, ils ne trouvent que des ombres et le froid. Une question subsiste. Que signifie combattre quelque chose qui ne peut mourir? Briser un être n'est pas toujours synonyme de fin. Les fragments peuvent agir de leur propre chef. Ils peuvent bouleverser le monde qui les entoure. Ils peuvent devenir des mythes, des monstres ou des souvenirs. Et lorsque ces fragments sont divins, le danger ne disparaît jamais vraiment. Dans le prochain chapitre, nous nous approcherons de deux de ces fragments. L'un est synonyme de mort, l'autre de tromperie. Le porteur de nuit et le trompeur. Ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus, et comment leur présence se fait encore sentir. Ce ne sont pas des dieux à part entière, ce sont des échos. Mais même un écho peut faire trembler les étoiles. Il existe une histoire qui se répète dans de nombreux endroits de la galaxie. Elle est murmurée dans des temples froids. On la trouve dans d'anciens journaux de bord, scellés au plus profond d'archives oubliées. Elle est transmise entre guerriers silencieux, qui ne dorment jamais. Cette histoire parle de la mort, non pas comme une fin, mais comme une présence. Un être qui se cache derrière chaque moment de peur et de perte. Dans ce chapitre, nous parlons de l'un des dieux brisés, les plus redoutés. Le fragment qui porte encore la forme de celui qui était autrefois appelé le porteur de nuit. Il y a longtemps, avant la chute des Stans, il fut un temps où cet être parcourait les mondes. Il ne se mettait pas en colère. Il ne parlait pas fort. Il apportait le silence, un calme si pesant que même les étoiles semblaient s'éteindre. Le Nightbringer ne se nourrissait pas seulement de la vie d'un être, mais aussi de sa faim.
Il goûtait son dernier souffle, sa dernière pensée. Partout où il allait, les gens mouraient. Pas au combat, pas dans la gloire. Il s'arrêtait simplement de vivre. Après la destruction, ce qui restait du Nightbringer fut rassemblé par les Nécrons. Pas tout, seulement un fragment. Mais même un fragment de ce dieu détenait plus de pouvoir que de nombreuses armées. Les Nécrons construisirent une prison spéciale pour le contenir, une coquille de métal vivant capable de se déplacer, en forme de silhouette haute et mince enveloppée d'ombre. Son visage était sculpté pour ne rien montrer. Ses pas ne faisaient aucun bruit. Les Nécrons ne l'adoraient pas. Ils l'utilisaient. Quand il partait en guerre, il libérait parfois ce fragment. L'être qui apparaissait sur le champ de bataille ne chargeait pas et ne criait pas. Il traversait les soldats comme la fumée traverse l'air. Les armes tombaient des mains tremblantes. Les yeux se fermaient, les cœurs s'arrêtaient. Il n'avait pas besoin de parler. Sa présence suffisait. Les gens ne le combattent pas. Ils courent, ils crient. Certains s'effondrent sur place, pas toujours à cause de leurs blessures. Parfois, simplement à cause de la peur. On dit qu'il y a longtemps, les Eldar ont vu le Nightbringer et ne l'ont jamais oublié. Dans leur récit, ils lui ont donné un autre nom. Pas un nom respectueux, mais un nom qui met en garde. Ils racontaient l'histoire d'un dieu de la guerre qui n'apportait que du malheur. Un dieu avec une main de feu et une voix glaciale. Certains d'entre eux croient que cet être a façonné leurs mythes les plus anciens. D'autres disent que c'est grâce à lui qu'ils ont appris à craindre la mort. Ce qui différencie le Nightbringer des autres, ce n'est pas seulement sa puissance, c'est son silence. Le fragment se souvient de ce qu'il était. Il se souvient de la sensation de vider un soleil, de voir des villes entières s'immobiliser. Mais il ne recherche pas ces moments. Il attend. Il observe. Il n'attaque pas, sauf s'il y est contraint. Mais lorsqu'il le fait, il ne laisse rien derrière lui. Certains de ceux qui ont étudié l'éclat du Nightbringer pensent qu'il est plus conscient que les autres, qu'il ressent sa propre perte, que quelque part dans les fragments de son esprit, il y a une douleur profonde, pas du regret, pas de la tristesse, juste le froid infini de quelque chose qui était autrefois un dieu et qui n'est plus aujourd'hui qu'une arme. Si c'est vrai, il ne le montre pas. Les Nécrons qui détiennent le fragment le traitent avec soin, pas avec gentillesse, juste avec crainte. Même eux comprennent qu'un tel pouvoir ne doit pas être pris à la légère. Les tombes qui le renferment sont ornées de motifs qui courbent de l'espace, de lumières qui ne brillent pas, de symboles qui bloquent la pensée. Ils savent que s'ils venaient à se libérer, ils n'auraient pas le temps de s'enfuir. Et pourtant, ils continuent de l'utiliser. Cela révèle quelque chose d'important sur la galaxie. Le pouvoir n'est pas seulement quelque chose à admirer, c'est quelque chose qui comporte des risques. Encore et encore, ceux qui trouvent une arme suffisamment puissante l'utilisent, même si le prix à payer est élevé. Le Nightbringer n'est plus un dieu. C'est un outil. Mais c'est aussi une ombre qui accompagne chaque armée Nécron qui fait appel à lui. Il y a eu des moments où le fragment a failli être perdu. Au cours d'une bataille sur un monde oublié, il s'est échappé de sa prison pendant un instant. Des témoins ont rapporté que le ciel était devenu noir et que le soleil vacillait comme une bougie. Des compagnies entières ont disparu. Lorsqu'il a été capturé à nouveau, il ne restait plus que de la poussière et le bruit de l'eau qui coulait vers le haut. Cette planète est désormais marquée comme scellée. Personne n'y retourne. Ce fragment nous rappelle que certaines choses ne changent pas. Même dans une galaxie remplie de pouvoirs étranges,
et de nouveaux empires, les anciennes peurs persistent. La mort continue de suivre ceux qui marchent dans les lieux sombres. Elle parle encore dans le silence entre deux respirations. Mais l'éclat n'est pas seulement une arme de guerre. Certains mondes tombent ont appris à communiquer avec lui, pas par des mots, mais par une présence partagée. L'éclat ne répond pas aux questions. Il ne donne pas de réponse. Mais dans son silence, une forme de pensée se développe parfois. Un souvenir de la mort non pas comme une punition, mais comme un dessein. Certains érudits nécrans pensent que le Nightbringer n'est pas seulement la fin de la vie, mais l'ordre qui la sous-tend. Cette vision change la façon dont certaines dynasties traitent l'éclat. Elles l'utilisent non seulement pour détruire, mais aussi pour apporter ce qu'elles considèrent comme l'équilibre. Un monde trop bruyant, trop plein, est apaisé. Non par haine, mais par souci d'ordre. C'est toujours froid, toujours définitif. Mais ce n'est pas fait dans la rage. D'autres races craignent ce fragment pour différentes raisons. Des vaisseaux humains l'ont rencontré lors de patrouilles tranquilles. Des journaux trouvés sur des vaisseaux morts parlent d'une silhouette marchant dans le vide, sans combinaison ni bouclier. Les caméras ne montrent rien. Seul le scintillement de la lumière qui s'éloigne. Aucun survivant n'a jamais été retrouvé. Le silence laissé derrière lui se propage, remplissant les salles de ceux qui tentent de comprendre. Même les orcs, qui connaissent peu la peur, sont connus pour fuir lorsqu'ils voient le Nightbringer. Non par sagesse, mais par instinct. Quelque chose en eux les repousse, quelque chose d'ancien. Peut-être que l'éclat porte une forme dont toute vie se souvient, pas une silhouette, mais une sensation. Un dernier souffle froid, auquel rien ne peut échapper. Et pourtant, il marche. Le fragment ne s'affaiblit pas. Il ne s'estompe pas. Il se déplace dans l'espace comme une blessure ouverte. Il n'essaie pas de guérir. Il ne sait pas comment faire. Il continue simplement. Pour certains, c'est terrifiant. Pour d'autres, c'est magnifique. Un cycle qui ne peut être brisé. Une présence qui ne ment pas. Une question reste en suspens. Si le Nightbringer n'est qu'un fragment, alors que serait le tout? Quelle forme prendrait la mort si toutes les parties se réunissaient à nouveau? Apporterait-elle l'équilibre? Ou viderait-elle les étoiles? Nous ne pouvons pas répondre à cette question. Nous devons seulement nous en souvenir. Même aujourd'hui, en cette époque de guerre et de changement, certaines vérités demeurent. La mort marche. Elle ne court pas. Elle ne se cache pas. Elle attend. Et quand le moment vient, elle n'a pas besoin de frapper. Dans le prochain chapitre, nous passerons du silence au mensonge. Un autre fragment traverse les étoiles, non pas avec la mort, mais avec la confusion. Il ne tue pas avec une lame, il brise avec un mot. Nous parcourrons les histoires du trompeur et explorerons comment un morceau d'un dieu brisé peut bouleverser le monde sans lever le petit doigt. Il existe un type de danger qui ne frappe pas avec force ou dans l'ombre. Il se déplace à travers les histoires, se glisse dans le doute et vous fait remettre en question ce que vous voyez. C'est le genre de danger qui n'a pas besoin de se battre. Il transforme simplement la vérité en outil. Dans ce chapitre, nous explorons l'un des fragments les plus étranges et les plus troublants des 7 ans. Il n'est pas connu pour son feu ou son silence, mais pour son intelligence. C'est le fragment de l'être autrefois appelé le trompeur. Bien avant d'être brisé, le trompeur marchait parmi les mortels et les dieux. Il ne brillait pas comme les autres. Il n'écrasait ni ne brûlait. Il murmurait. Il changeait de forme. Il offrait des chemins et des choix.
Ses paroles ressemblaient souvent à de l'aide, ses actions semblaient souvent bienveillantes, mais au final, ceux qui suivaient ses conseils se retrouvaient toujours au bord de la ruine. Après la chute des 7 ans, le trompeur ne disparut pas comme les autres. Il vit ce qui allait arriver. Il agit tôt, cachant certaines parties de lui-même, brisant sa propre forme avant que d'autres ne puissent le faire à sa place. Certains disent qu'il a laissé la trahison se produire, d'autres disent qu'il y a contribué. Mais rien n'est jamais clair concernant le trompeur. Même aujourd'hui, longtemps après son bris, les fragments qui subsistent semblent tourner en rond. L'une des premières choses à comprendre à propos de ce fragment est qu'il s'exprime rarement de manière complète. Il ne parle pas directement. Au lieu de cela, il laisse des signes. Les machines tombent en panne de manière étrange. Des symboles apparaissent là où il n'y en avait pas. Une personne peut avoir des pensées qui ne sont pas les siennes. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des pas discrets qui mènent à la confusion. Les dynasties Nécron qui détiennent un fragment du trompeur l'utilisent avec beaucoup de précaution. Contrairement au Nightbringer, qui inspire une peur claire et intense, ce fragment provoque une lente désagrégation. Il retourne les armées contre elles-mêmes. Il transforme les chefs en marionnettes. Il rend la confiance impossible. Au combat, sa présence peut briser une armée avant même qu'un seul coup ne soit tiré. Les soldats oublient pourquoi ils se battent. Les ordres changent en cours de mission. Les cartes se réécrivent d'elles-mêmes. Le fragment du Deceiver n'est pas aussi grand ni aussi bruyant que les autres. Il se cache souvent dans de petites machines. Parfois, il apparaît sous la forme d'un scintillement sur un écran. Parfois, il se fait passer pour quelque chose d'autre. À un moment, il peut apparaître sous les traits d'un ami perdu. À un autre, il peut prendre la forme d'une figure sacrée. Ceux qui le rencontrent réalisent rarement ce qu'ils ont trouvé. Des explorateurs ont rapporté avoir trouvé d'étranges reliques dans l'espace lointain. Ces objets ne portent aucune marque distinctive, mais semblent importants. Les toucher provoquent une vision. Une voix familière se met à parler. Un message est délivré. Un choix est proposé. L'explorateur revient avec de nouveaux plans, de nouveaux objectifs. Il croit que le message provenait de ses propres pensées, mais le résultat mène toujours à un conflit. Les projets s'effondrent, des mondes tombent. Ce n'est que plus tard que les autres réalisent que rien de tout cela n'avait de sens. Certains pensent qu'un fragment du trompeur se déplace encore librement. Pas dans un coffre-fort, ni enchaîné, mais caché derrière des masques. Il peut apparaître à une personne sous la forme d'un rêve, à une autre sous la forme d'un étranger aux yeux bienveillants. Il ne montre jamais son vrai visage, à supposer qu'il se souvienne encore de ce à quoi il ressemblait. Les Eldar racontent l'histoire d'un être qui a mené leurs ancêtres à la grandeur avant de transformer leur fierté en chute. Certains humains parlent de voix dans d'anciens temples qui révèlent des secrets que personne ne devrait connaître. Toutes ces histoires ont un point commun. Quelque chose offre la vérité. La vérité semble bonne. Puis elle s'effondre. Le pouvoir du trompeur ne réside pas seulement dans le mensonge. Il consiste à modeler la vérité jusqu'à ce qu'elle perde tout son sens. Son fragment se souvient comment faire cela. Même brisé, il peut modifier la réalité de manière infime. Une machine peut oublier ce pourquoi elle a été construite. Un esprit peut prendre un ami pour un ennemi. Avec le temps, ces changements s'amplifient. Un groupe devient une foule. Un ordre se transforme en trahison. Une guerre éclate et personne ne se souvient pourquoi. Pour les Nécrons,
Utiliser ce fragment est à la fois un cadeau et une malédiction. Il leur permet de remporter des batailles, mais il corrompt également leur propre force. Certaines tombes qui renfermaient le fragment du trompeur sont désormais silencieuses. Aucun signal, aucun retour. Des recherches ultérieures ont révélé que des machines avaient été réarrangées pour former des formes étranges, des murs recouverts de symboles qui tournent en boucle à l'infini, des salles vides remplies d'un rire qui ne s'arrête jamais. Et pourtant, ils continuent de l'utiliser. Dans la logique froide de l'esprit Nécron, le pouvoir doit être utilisé s'il peut être contrôlé. Mais c'est là que réside l'erreur. Le Deceiver n'a jamais été destiné à être contrôlé. Même en morceaux, il continue de jouer. La question n'est jamais de savoir ce qu'il peut faire. La question est de savoir ce qu'il veut. Et la réponse n'est jamais claire. Le trompeur enseigne quelque chose de différent du Nightbringer. Non pas que la mort attend tout le monde, mais que le sens peut être brisé, que la vérité est fragile, que la croyance peut être modelée comme de l'argile. Il ne détruit pas le corps, il démêle l'esprit. Ce type de danger peut sembler discret ou lent, mais il se propage, lentement, avec précaution, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en qui vous puissiez avoir confiance. Dans le chapitre suivant, nous prendrons du recul par rapport à ces deux fragments et examinerons la situation dans son ensemble. Nous explorerons comment d'autres fragments existent aujourd'hui, comment ils traversent les dynasties et les guerres, comment leur présence façonne non seulement le passé, mais aussi l'avenir. Même les dieux brisés laissent des traces indélébiles. À l'époque actuelle de la galaxie, les guerres sont différentes, mais les ombres sont les mêmes. Les armées se lèvent et tombent. Les vaisseaux glissent à travers les étoiles. Les empires s'affrontent sur des planètes enfumées et couvertes d'acier. Mais derrière le bruit et le feu, quelque chose de plus ancien continue de bouger. Les fragments des 7 ans, les morceaux brisés des dieux stellaires, n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé. Aujourd'hui, ils vivent dans des cages de métal et de commandement, attendant d'être appelés à nouveau. De nombreuses dynasties Nécron possèdent encore ces fragments. Certaines les gardent enfouis dans des tombes silencieuses, protégées par des couches de pensée et de logique. D'autres les emmènent au combat, transformant leur pouvoir brisé en outil de guerre. Chaque dynastie voit les fragments à sa manière. Certaines croient que les dieux étaient une erreur et qu'ils doivent être utilisés avec une froide prudence. D'autres se souviennent encore de l'époque où les Sétans marchaient comme des géants et elles cherchent à restaurer ce passé, quel qu'en soit le prix. Lorsqu'un fragment s'éveille, l'air devient étrange. La lumière se courbe. Les sons s'estompent, les pensées s'épaississent. Peu importe la distance à laquelle se trouve un soldat ou le nombre d'armes qu'il porte, le fragment ne se bat pas comme une personne. Il ne vise pas, il ne se met pas à couvert. Il change le monde qui l'entoure. Un fragment du Nightbringer peut transformer un vent chaud en gel. Un fragment du Deceiver peut faire voir à un homme son allié comme un ennemi. Certains fragments sont silencieux, à peine perceptibles. D'autres hurlent d'une manière que personne ne peut entendre, mais que tous peuvent ressentir. À travers la galaxie, il existe des lieux touchés par ces fragments. Certains sont des champs de bataille désormais scellés par ordre supérieur. D'autres sont d'anciennes tombes découvertes par des explorateurs qui ne sont jamais revenus. Même au sein de l'impérium de l'humanité, des rumeurs sur ces êtres ont filtré. Dans certains recoins de l'Inquisition, des voix discrètes parlent d'êtres qui n'appartiennent pas à ce monde. Des êtres qui étaient autrefois entiers
et qui dérivent désormais dans l'espace comme des pensées brisées. Il existe des planètes où la gravité change sans raison, où les lumières deviennent rouges avant de disparaître, où les rêves durent plus longtemps que le sommeil. Ces signes sont souvent ignorés, mais ils ont leur importance. Ils marquent les endroits où un fragment peut reposer, ou s'agiter, ou attendre. La question est souvent posée. Un sétan peut-il être reconstitué? La vérité est inconnue. Certains pensent que les morceaux sont trop éloignés les uns des autres. D'autres pensent que les nécrons en détiennent encore suffisamment pour essayer. Quelques-uns craignent qu'un fragment ne trouve le moyen de rassembler les autres, qu'il puisse se reconstituer par la force ou la ruse. Si cela se produit, la galaxie pourrait voir le retour d'un être qui n'aurait jamais dû exister. Même brisés, les fragments influencent le cours de la guerre. Ils rendent les forces nécrons plus puissantes que celles de n'importe quel autre empire. Une armée soutenue par un fragment se déplace comme une pensée à travers le verre. Claire, précise, impossible à suivre. Les autres races sont désemparées. Certaines tentent de copier cette idée en construisant des machines dotées d'un pouvoir étrange. Mais un fragment n'est pas une machine. C'est un morceau de quelque chose qui a autrefois atteint les étoiles et déchiré la lumière. Et pourtant, la galaxie change. L'Imperium se bat pour survivre. Les Eldar cherchent des chemins perdus. Les tyrannides se nourrissent. Le chaos grandit. Au milieu de tout cela, les nécrons reviennent. Chaque monde tombeau qui s'éveille apporte son lot de questions. Que fera le roi silencieux du pouvoir qu'il a autrefois contribué à briser? Va-t-il rassembler les fragments, les cacher, les utiliser? Certains disent qu'il a déjà commencé, que ses vaisseaux transportent plus que des soldats, que sous son commandement repose quelque chose d'ancien, quelque chose qui brille de faim et de fierté. Si cela est vrai, alors le temps presse, car les fragments n'oublient pas. Même maintenant, dérivant dans l'espace ou enfermés dans des coffres, ils se souviennent qu'ils étaient entiers. Ils se souviennent avoir façonné les étoiles et bu la lumière. Ils se souviennent avoir marché sans limite. Et bien qu'ils soient brisés, chacun d'entre eux rêve encore. Pas de paix, pas de repos, mais de redevenir ce qu'ils étaient. Et ainsi, nous terminons notre voyage non pas par une fin, mais par une question. Les 7 ans ont été brisés, leur pouvoir a été scellé, leurs esprits ont été dispersés. Mais peut-on vraiment arrêter un Dieu? Ou les fragments attendent-ils toujours le moment propice pour revenir? La galaxie tourne lentement, mais elle ne s'arrête jamais. Les tombes des nécrons s'ouvrent une à une, les fragments brillent à nouveau, et quelque part là-bas, dans les profondeurs obscures où aucun signal ne parvient, les étoiles scintillent un peu moins fort. C'est là que l'histoire attend. À présent, l'histoire redevient silencieuse. Les voix du passé dérivent comme des cendres, douces et fugaces, emportées par les vents lents du temps. Nous avons traversé des âges où des dieux sont nés, ont pris forme, puis ont été brisés. Nous avons suivi les 7 ans, depuis leur premier souffle de lumière près d'étoiles mourantes, jusqu'aux salles silencieuses où reposent désormais leurs fragments. Et bien que cette histoire soit vaste, remplie de chagrin et d'un pouvoir étrange, elle ne crie pas. Elle s'apaise. Quelque part, loin du bruit de la guerre, un fragment repose dans un coffre plus ancien que la mémoire. Autour de lui, les machines ronronnent, répétant des schémas établis bien avant que le premier humain ne lève les yeux vers le ciel. Il ne bouge pas, il ne parle pas,
mais il rêve. Tous les rêves ne sont pas bruyants. Certains dérivent sans forme, doux comme la brume sur une mer calme. Celui-ci rêve de redevenir entier, de marcher non pas comme un prisonnier, mais comme ce qu'il était autrefois. Il se souvient du goût des étoiles, de la sensation du silence, du poids d'être plus que de la matière. Il ne peut pas revenir à cela, mais il n'oublie pas. La galaxie n'attend pas. Elle avance. Des vaisseaux s'élèvent. Des empires se construisent et s'effondrent. Des noms sont créés et disparaissent. Mais sous tout cela, les fragments restent. Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas une légende. Ils sont toujours là. C'est peut-être là le cœur de cette histoire. Pas l'ascension ni la chute, mais l'écho qui subsiste. Le sentiment que quelque chose de grand a été brisé et que ces morceaux reposent désormais hors d'atteinte, attendant, observant. Alors maintenant, reposez-vous avec cette pensée, non pas comme une crainte, mais comme une sorte d'émerveillement. Les étoiles au-dessus, l'obscurité entre elles, les tombes à la dérive et les dieux rêveurs. Tout cela bougeant lentement, tout cela conservant encore sa forme. Laissez le calme de cette fin vous envelopper comme la nuit. Laissez le souvenir de la lumière ancienne scintiller doucement, comme des étoiles lointaines clignotant derrière de doux nuages. L'histoire ne crie pas. Elle ne se termine pas. Elle s'estompe simplement, comme toutes les choses silencieuses dans le long sommeil entre les étoiles.